Je voudrais revenir sur quelques points et plus particulièrement sur cette LPM, bien entendu, où la réserve a une bonne place, avec 1 milliard d'euros au bénéfice quand même de la réserve, sans parler des infrastructures. Donc on peut rajouter en plus des infrastructures. Et plus précisément sur l'article 14 du projet de loi de programmation militaire, qui entend refonder les modalités de mobilisation et de rappel des réservistes de la seule réserve opérationnelle militaire. Or, en cas de crise majeure, l'articulation entre les différentes réserves m'apparaît complexe. Certains réservistes appartenant à plusieurs réserves, par exemple, et donc, en général, alors je ne sais pas lequel voudra bien répondre, hein, mais comment envisagez-vous d'améliorer l'articulation entre les différents types de réserves et quels dispositifs pourraient être mis en place? Par ailleurs, vous avez évoqué l'exercice Orion, qui est une... On parle du lien nation-armée, et je trouve que l'exercice Orion, non seulement a été utile certainement à nos militaires, mais je trouve qu'il fait un grand lien aussi avec la nation, parce qu'en traversant toutes ces régions de France et au contact de la population, ça a fait une très bonne publicité, et j'espère que ça apportera encore d'autres réservistes. Donc, dans ce cadre de cet exercice Orion, beaucoup de réservistes ont été utilisés. Quel est votre retour d'expérience sur ce sujet? Je vais commencer par effectivement la question de la mobilisation et le bon emploi de chacun des volontaires, entre guillemets, au juste moment, au juste poste. L'exercice Orion comportait 4 phases, dont la 3e, sous l'égide du SGDSN, traitait du politico-militaire et de l'articulation interministérielle en soutien à l'effort de combat, en quelque sorte. Il a été vu dès le début de cet exercice, dont les conclusions sont en train d'être tirées, qu'il pouvait y avoir certains conflits, entre guillemets, de mobilisation, des réservistes ayant à la fois plusieurs volontariats, mais exerçant aussi peut-être dans des emplois de type civil, dont on aurait besoin qu'ils le conservent au titre des OIV et des plans de continuité d'activité en cas de crise. L'exemple le plus typique est le réserviste, qui peut être réserviste dans les armées, policier municipal, sapeur-pompier volontaire, instructeur de secourisme, et qui, par bonne volonté, est capable, en fonction des crises, d'aller répondre à l'une ou l'autre des sollicitations. Le secrétariat général de la Défense nationale s'est donc saisi de cette problématique et va confier des travaux, en particulier au secrétariat général de la Garde nationale, pour voir comment harmoniser, en quelque sorte, les différentes conditions de mobilisation, pour qu'on puisse avoir un choix d'emploi en fonction du type de crise, que chaque employeur opérationnel puisse décider de plutôt activer tel type de réserve ou tel autre. Ce qui est particulièrement important, c'est de bien noter que les réserves ne se coordonnent pas entre elles, mais elles se coordonnent avec leurs propres actives. Il n'y a pas toute la réserve civile, militaire, de tous les types des 13 réserves qui agissent d'un bloc d'un côté et les forces d'actives ou professionnelles de l'autre. C'est bien une harmonisation des procédés de montée en puissance. Nous en sommes encore complètement au balbutiement et c'est une leçon très importante de l'exercice Orion 3. Cet exercice Orion 3 s'est poursuivi avec Orion 4, qui est le combat de haute intensité actuellement dans les camps de Champagne, et il y a environ 1000 réservistes opérationnels qui y sont dédiés. Il faut bien voir que ces réservistes opérationnels sont destinés, entre guillemets, à un double usage, à la fois renforcer par des unités les forces qui combattent sous le pavillon national, mais également, si nous agissons en coalition, la situation géographique de la France faisant que les flux de renforts des Alliés arriveraient, comme toujours, par l'Atlantique pour partir vers l'Est de l'Europe, il y a toute la sécurisation du trajet et du transport de ces forces alliées qui sera assurée et qui sera essentiellement pris en compte par des unités de réserve. Donc voilà la première ébauche de réponse. Monsieur le rapporteur, alors les travaux conduits dans le cadre de la stratégie nationale de résilience en hypothèse d'engagement majeur ont été menés sous l'impulsion du SGDSN et le secrétariat général de la Garde nationale y a pris toute sa part. En pilotant un des 5 groupes de travail qui ont été mis en place, il s'agissait du GT qui était intitulé Mobilisation des réserves et épaisseur RH. Et ce gros travail qui a été fourni en l'espace de plusieurs mois par mon adjoint, le secrétaire général adjoint de la Garde nationale, a permis de mettre en exergue, avec tous les acteurs interministériels engagés et concernés par la montée en puissance des réserves,
il a permis de mettre en exergue un défaut de gouvernance de l'ensemble des réserves qui existent aujourd'hui. Et c'est une des conclusions, me semble-t-il, des travaux qui ont été menés pendant Orient 3, un exercice sur table, interministériel sur table. Les conclusions sont en train d'être écrites, mais je pense que ces travaux vont se solder par un nouveau mandat qui sera confié peut-être au secrétariat général de la Garde nationale ou à quelqu'un d'autre, mais en tout cas pour réfléchir à la question de la montée en puissance et de la montée en compétence des réserves et pour éviter qu'elles se fassent concurrence entre elles. Parce que là, le sentiment qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, chacune progresse de son côté. Il peut y avoir des effets d'éviction. Alors ça peut être évidemment des réservistes qui sont partie intégrante dans plusieurs réserves, mais ça peut être d'autres choses aussi. Une réserve qui est plus intéressante qu'une autre, etc., etc. Donc, il y a un vrai défaut de gouvernance qui a été mis en exergue et qui devra faire l'objet de réflexions poursuivies, abouties, parce que c'est un vrai sujet.